Après la victoire des indépendantistes aux élections catalanes, quelle relation demain entre l'Espagne et la Catalogne? On en parle avec l'invité du Grand Angle. Bonjour Cyril Trépied. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes docteur en géopolitique, vous êtes géographe aussi, sociologue, diplômé de l'Université de Barcelone et de Sciences Po Paris. Vous avez publié en 2015 un livre très documenté sur, je cite, c'est son titre, La géopolitique de l'indépendantisme en Catalogne, aux éditions L'Harmattan. Accessoirement, d'ailleurs, vous parlez espagnol et catalan, il faut le souligner. Alors, les Catalans ont donc voté massivement à la participation de 82%. Les partis indépendantistes, comme je le disais, sont à nouveau majoritaires en siège au Parlement régional. On a envie de dire ce soir, tout ça pour ça? Effectivement, c'est très certainement ce que se disent beaucoup, sinon tous les opposants à l'indépendance en Catalogne, qui se sentent tout à fait catalans et espagnols, mais qui, bien qu'ils aient placé en tête pour la toute première fois dans une élection au Parlement catalan un parti non nationaliste. Oui, donc qui est Ciudadanos, qui est un parti de centre-droit. Absolument, libéral, et qui existe depuis 2006 seulement, et qui n'est pas du tout en position de gouverner en Catalogne. Ouais. C'était sans doute pas le pari qui avait été fait par Mariano Rajoy, qui est le Premier ministre espagnol, quand il a convoqué ces élections. Il espérait sans doute que son parti, le Parti populaire, qui est un parti qui dirige l'Espagne à Madrid, sorte renforcé de l'élection en Catalogne. Et en fait, c'est une vraie claque politique pour le Parti populaire, puisqu'il est passé de 11 à 3 sièges. On peut parler de véritable déroute politique pour le Premier ministre espagnol, en tout cas en Catalogne. Oui, clairement. On peut en parler à l'échelle de la Catalogne, mais on peut aussi comprendre que Ciudadanos, qui l'a très clairement battu en Catalogne, a aussi l'ambition de le battre à l'échelle de l'Espagne. Ouais. Et même si Ciudadanos avait soutenu l'investiture de M. Rajoy en octobre 2016 comme président du gouvernement espagnol, l'ambition clairement de Ciudadanos à l'échelle espagnole, c'est de la diriger, seule. Heureusement pour Mariano Rajoy, les élections normalement en Espagne, je crois, ont lieu en 2021, puisque c'est dans 5 ans, et les dernières élections ont lieu en 2016. Donc peut-être que le rapport de force changera d'ici là. Mais en tout cas, si les élections avaient lieu demain, ce serait très mauvais pour le Premier ministre Rajoy. Ce serait exécrable pour M. Rajoy, clairement. Alors, si on reste en Catalogne, les 3 partis indépendantistes vont tenter de former une coalition, peut-être, enfin je ne sais pas quel est votre avis, ils ont à 3 70 sièges sur 135, donc ce sera très très compliqué. Ce sera très compliqué, c'est sensiblement le même rapport de force dont il bénéficiait depuis janvier 2016, au moment où M. Puigdemont a été investi. Il faut bien rappeler que sur ces 3 partis, seuls 2 avaient gouverné ensemble. Le parti de M. Puigdemont et ERC, le parti du vice-président Oriol Junqueras. Vice-président qui est actuellement en prison à Madrid. Et on le sait, M. Puigdemont est en exil à Bruxelles. Voilà. Donc ça va être très compliqué de former un gouvernement avec deux responsables aussi, je dirais, empêchés. Effectivement. Alors, pour M. Junqueras, il doit y avoir une décision judiciaire début janvier, le 4 janvier, concrètement, sur son éventuelle mise en liberté. Pour M. Puigdemont, il est libre de ses mouvements, en revanche. Dans la mesure tant qu'il ne rentre pas en Espagne. Tant qu'il ne rentre pas en Espagne, et oui, il ne risque pas du coup l'arrestation immédiate. Ils peuvent négocier dès maintenant. Ils le feront probablement effectivement après les fêtes. Et ils peuvent surmonter leur rivalité qui est évidente, qui est devenue très évidente ces dernières semaines, pour faire front commun face à l'Espagne. Mais vous pensez que l'hypothèse la plus vraisemblable, c'est une coalition entre ces 2 partis, éventuellement avec un 3e petit parti d'extrême gauche, ou même à 2, il serait à ce moment-là minoritaire, il n'aurait pas la majorité absolue, mais il pourrait gouverner quand même? Ils pourraient gouverner quand même dans la mesure où ils ont montré leur capacité de gouverner et de ne pas travailler à 24 heures sur 24 pour l'indépendance. Mais ils pourraient effectivement gouverner tous les 2 avec l'appui pour l'investiture, soit sous forme de vote pour, soit sous forme simplement d'abstention de la coupe. Donc tout ça a l'air quand même très bloqué, parce qu'on peut aussi imaginer qu'il y ait des négociations de l'autre côté avec les partis unionistes qui essayent de former eux aussi un gouvernement minoritaire. C'est pas impossible, ce qui veut dire qu'on a vraiment une Catalogne divisée en 2. Oui.
Et peut-être de nouvelles élections. Certains disent qu'on pourrait peut-être de nouveau avoir des nouvelles élections en Catalogne au début 2018. Ça vous semble une hypothèse possible? Possible, peu probable, mais possible. La difficulté de gouverner la Catalogne est très grande. Et on peut rappeler qu'en 2015, les élections avaient eu lieu en fin septembre et que M. Puigdemont, en remplacement de M. Mas, n'avait été investi qu'en janvier 2016. Donc il y avait eu plusieurs mois de négociations. Alors, quand on voit cette situation qui semble quand même passablement bloquée, on se dit que la seule solution, c'est qu'il y ait aussi un dialogue avec Madrid. Or, pour l'instant, on l'a vu dès aujourd'hui, Mariano Rajoy a refusé tout dialogue avec M. Puigdemont. Qu'est-ce qui peut se passer, en fait? Alors, c'est très compliqué à comprendre et à prévoir, surtout. Bon, M. Rajoy a dit qu'il se proposait pour négocier dans le cadre de la loi avec le futur gouvernement catalan, puisque, a-t-il souligné, il n'y en a pas encore. M. Puigdemont, strictement, est sous le coup d'un mandat d'arrêt espagnol, non plus européen. Mais il est vrai que la position de M. Rajoy est très difficile. Mais vous comprenez la stratégie du gouvernement de M. Rajoy, comment dirais-je, cette fermeté, cette fermeture, on peut dire. Il a dit ce soir qu'il devrait négocier avec la patronne de Ciudadanos, donc qui est arrivée en tête. C'est vrai, c'est le parti qui est arrivé en tête à ces élections, mais elle a 37 sièges, donc elle ne peut pas faire une majorité elle toute seule. Non. Et d'ailleurs, Mme Arrimadas le sait très bien et a dit qu'elle n'allait pas dans l'immédiat lancer des négociations devant la difficulté de la tâche, parce que les partis opposés à l'indépendance ont peu de choses en commun, voire très très peu. Parce que je parle de la stratégie de Madrid, donc il y a ce refus de discuter avec les partis indépendantistes. Il y a aussi, aujourd'hui, on a appris que la justice élargissait les poursuites contre plusieurs séparatistes catalans, dont d'ailleurs Artur Mas, que vous avez cité, qui était le prédécesseur de Puigdemont à la tête de la Catalogne, du gouvernement catalan. Marta Rovira aussi, qui est la numéro 2 d'un des partis qui était au pouvoir dans le gouvernement sortant. C'est quand même des gestes très, comment dirais-je, radicaux, fermés. Radicaux, oui. Et de fait... on a vu les limites, voire l'échec de ces gestes et de ces décisions, sachant tout de même que, malgré ce qu'a dit la vice-présidente du gouvernement espagnol quelques jours avant le scrutin en Catalogne, les juges ne travaillent pas sous les ordres directs du gouvernement espagnol, même si ces déclarations de la vice-présidente ont pu donner cette impression, et surtout, même si les indépendantistes catalans le disent depuis des décennies. Et puis la coïncidence de temps aussi, que ça intervient juste au moment où on connaît les résultats. Non, clairement, c'est pas la solution. Alors qu'est-ce qu'il faudrait, comment dire, si on se projette dans quelques mois ou dans quelques années, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait, par exemple, en Espagne, une réforme de la Constitution qui date de 1978, et donc qui accorderait, avec des négociations avec les différentes régions, la Catalogne, le Pays Basque, plus d'autonomie encore aux régions? Est-ce que ça vous semble un scénario impossible? Non, c'est pas impossible. Une constitution peut être réformée. Vous avez raison de parler du Pays Basque parce que la Catalogne n'est pas l'unique communauté autonome d'Espagne dans laquelle existe un mouvement indépendantiste important. Et il est certain que, par exemple, un référendum d'autodétermination contraignant en Catalogne provoquerait la même demande qui est plus ancienne de la part du Pays Basque. Donc il est possible d'envisager une réforme de la Constitution. Il n'y en a eu que 2 dans l'histoire de cette Constitution depuis 1978, en 92 pour permettre l'application de l'accord de Maastricht et fin 2011 pour introduire la règle d'or d'austérité financière dans la Constitution. Mais les 2 grands partis espagnols n'ont jamais réellement envisagé d'autres réformes de la Constitution et ce serait vraiment nouveau. Mais ce n'est pas impossible. Mais alors vous, en tant que géopolitologue, en tant que bon connaisseur de l'Espagne et de la Catalogne, quelle sortie de crise est-ce que vous voyez? Parce qu'on a l'impression que partout où on regarde... il n'y a que des portes fermées. Oui, que tout est bouché. Alors, il faudrait une réelle négociation entre le gouvernement catalan et celui qui sera formé et le gouvernement espagnol. Mais il ne suffit pas de dire que l'on veut négocier, ce qu'a beaucoup fait le gouvernement catalan ces derniers mois, pour
pour que la négociation ait lieu, surtout si, pratiquement dans la même phrase, on dit qu'on ne reculera pas d'un centimètre sur nos positions. Ouais. Donc il faut vraiment une vision d'avenir des deux côtés. Ce qui veut dire que si le gouvernement catalan vient aux négociations en disant notre objectif c'est l'indépendance, il n'y aura pas de négociation avec Madrid. Il n'y aura très vraisemblablement pas de négociation avec Madrid, sachant qu'il faut quand même se demander ce que le gouvernement central aurait concrètement à gagner de faciliter l'indépendance catalane, parce qu'encore une fois, il y a derrière le Pays basque et qu'il y a d'autres menaces de... On pourrait imaginer un nouveau référendum, encore un référendum sur l'indépendance qui serait organisé au niveau de la Catalogne et peut-être après au niveau national pour entériner le vote catalan ou... C'est concevable. Bon, la Constitution l'interdit, clairement, que ce soit pour la Catalogne ou pour une autre communauté autonome d'Espagne. Mais encore une fois, il faut bien comprendre le poids de la géopolitique espagnole. Ce qui est demandé et ce qui est accordé à la Catalogne provoque obligatoirement des demandes similaires d'autres communautés autonomes d'Espagne. Il y aura un effet boule de neige qui pourrait menacer l'unité... Enfin, ce qui resterait l'unité espagnole. Voilà. Alors, l'Union européenne, elle a été très discrète aujourd'hui. Il y a un porte-parole qui s'est prononcé en disant pas de commentaires officiels, on soutient Madrid et on appelle au dialogue. Donc, c'est vraiment le service minimum. Comment est-ce que vous expliquez ce relatif désengagement de l'Union européenne? Alors, ce que fait l'Union européenne concernant l'Espagne et ce qu'elle dit est scruté non seulement par le gouvernement central espagnol, qui a beaucoup travaillé ces dernières années pour qu'il n'y ait aucune dissonance de la part de ses partenaires européens sur la question catalane, mais aussi par bien d'autres États membres de l'Union européenne. Par exemple, ceux qui, comme l'Espagne, refusent de reconnaître l'indépendance du Kosovo, et ce depuis 2008, après une déclaration unilatérale. Donc il y a ce principe de respect de la souveraineté des États membres. Et puis, il y a la crainte, effectivement, de l'effet boule de neige à l'échelle de l'Union européenne. Il y a aussi, quand même, le fait que on ne peut pas se surprendre que l'Union européenne mette clairement le holà à toute tentation d'accès unilatéral à l'indépendance, que ce soit pour la Catalogne ou pour d'autres territoires de l'Union européenne. Et même pour l'Écosse, il était question de négociation et de non-automatie, de caractère non automatique d'une adhésion écossaise à l'Union européenne en cas de victoire du oui. Merci beaucoup Cyril Trépied, le temps qui nous est imparti est terminé. Merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre livre, donc Géopolitique de l'indépendance, de l'indépendantisme en Catalogne. C'est un livre aux éditions L'Harmattan. Merci d'être venu nous en parler sur TV5 Monde et dans le 64 minutes.